Dans le cœur des Alpes françaises, où les cimes acérées projettent des ombres longues sur les vallées sauvages, une jeune bergère immigrée s'est évanouie sans laisser de traces lors d'une transhumance. La montagne semblait l'avoir engloutie, ne laissant aucun indice. 22 ans plus tard, son père retourne au même endroit, poussé par un besoin désespéré de confronter le passé, et fait une découverte terrifiante qui dévoile enfin le mystère de ce jour fatidique. L'aube teintait le ciel savoyard de gris pâle lorsque Miguel Santos entamait ses tâches matinales à la ferme des Laines Vallières. À 55 ans, ses mains calleuses travaillaient avec l'aisance d'un homme qui avait passé plus de 2 décennies à garder des moutons, réparer des clôtures et entretenir la vaste propriété qui était à la fois son gagne-pain et une prison de souvenirs. Valombre, un petit village niché au pied des Alpes, vivait au rythme de la laine et des traditions ancestrales de la transhumance. Les maisons modestes et les chemins de gravier témoignaient d'une vie simple, souvent idéalisée par les brochures touristiques, mais rarement comprise par les étrangers. Miguel réparait une clôture endommagée près de la grange principale, son souffle formant des volutes dans l'air frais, quand son téléphone satellite sonna, troublant le silence et faisant sursauter les moutons à proximité. L'appel venait de Henri Vallière, son employeur, et l'urgence dans sa voix fit arrêter Miguel. « Miguel, Dieu merci, tu réponds. J'ai besoin que tu emmènes le troupeau à la montagne des brebis aujourd'hui. Tout de suite. » Miguel posa sa pince coupante, essuyant ses mains sur son Janus. « Tout de suite, Henri? Je répare la clôture nord, 2 panneaux se sont détachés hier soir, et si je ne les fixe pas, la clôture peut attendre, » coupa Henri. « Thomas est malade, et c'était lui qui devait monter le troupeau ce matin. Je n'ai personne d'autre en si peu de temps, et tu sais combien il est crucial d'atteindre les hauts pâturages avant que le temps ne se gâte. » L'estomac de Miguel se noua. La montagne des brebis, l'endroit où tout s'était brisé il y a 22 ans. « Henri, tu sais que je n'ai pas fait les montées en montagne depuis. » Il s'interrompit. Ils savaient tous deux ce qui s'était passé la dernière fois que Miguel avait conduit un troupeau dans ces alpas. « Je sais, Miguel, » répondit Henri, la voix adoucie par l'empathie d'une longue amitié. « C'est dur, pour toi, mais tu es le meilleur berger que j'ai, même si ça fait un moment. Tu es le seul en qui j'ai confiance pour tout le troupeau. » Miguel ferma les yeux, le poids du chagrin et de l'anxiété s'abattant sur lui comme une brume glacée. Sa dernière tentative de transhumance, il y a près de 10 ans, s'était soldée par un désastre, des hallucinations de sa fille Lucia, 9 ans, son rire résonnant contre les parois rocheuses, sa silhouette courant parmi les moutons. Il avait failli tomber d'une falaise, sauvé seulement par les aboiements frénétiques de son chien. Depuis, Henri l'avait gardé à la ferme, respectant la profondeur de ses blessures. Mais Miguel n'avait jamais cessé d'espérer que Lucia reviendrait un jour à Valombre, dans l'unique foyer qu'elle avait connu en France. « Les autres n'ont pas ton expérience du terrain, » insista Henri. Thomas devait les emmener au grand alpage, pas seulement au pâturage. « Tu sais à quel point ce chemin peut être dangereux. » Miguel ouvrit les yeux, fixant les montagnes, leur sommet scintillant dans la lumière matinale. Quelque part là-haut, Lucia avait disparu malgré les recherches interminables, les enquêtes policières et ses propres errances désespérées. « Miguel, tu es toujours là? »« Oui, je suis là, » dit-il, frottant son front alors qu'une migraine de tension s'installait. « Henri, je ne sais pas si je suis la bonne personne. Et si j'ai une autre crise? Écoute, prends le camion au lieu d'y aller à pied. Conduis aussi loin que possible, ce n'est qu'une courte marche jusqu'au campement. Une nuit, Miguel. Installez-les et ramène-les demain. » Le camion rendait la tâche plus faisable. Autrefois, Miguel et Henri menaient les troupeaux à pied, suivant des sentiers ancestraux. Désormais, les véhicules facilitaient la montée initiale. Miguel pensa aux 23 moutons dans leur enclos, attendant leur voyage vers les pâturages riches en herbes d'altitude. Le timing était crucial, trop tôt, et ils affronteraient des tempêtes printanières. Trop tard, et l'herbe se flétrirait sous la sécheresse estivale. « C'est vraiment exceptionnel ?» demanda Miguel, connaissant déjà sa réponse. « Une seule fois, » confirma Henri. « Je ne demanderai pas si j'avais une autre option. » Miguel regarda la clôture, les moutons puis les montagnes, où Lucia était devenue un fantôme hantant chaque crête et vallée. « D'accord, » dit-il enfin. « Je le fais. Merci, Miguel.
Je te dois une fière chandelle. Après l'appel, Miguel resta immobile dans la lumière naissante, écoutant les bêlements des moutons et le murmure du vent dans les sapins. Il y a 22 ans, il était un jeune père rêvant de la vie urbaine, d'offrir à Lucia le rêve français. Au lieu de cela, ils étaient restés à Valombre, retenus par l'espoir de son retour. Il prit les clés du camion dans le hangar, chargea les panneaux de clôture portable et le matériel de camping, et guida les moutons dans le compartiment à bétail. Alors que le soleil franchissait les cimes, il verrouilla la porte et s'installa au volant, les souvenirs de Lucia affluant, son rire, sa curiosité, la façon dont elle s'est adaptée à ce pays étrange. La route vers la montagne des brebis dura près de 3 heures, serpentant sur des chemins de plus en plus étroits, jusqu'à une clairière utilisée par les bergers et les randonneurs. En déchargeant les moutons et en entamant l'ascension vers l'alpage, des nuages sombres s'amassaient sur les cimes occidentales. Le temps pouvait changer en un instant ici, et la pluie menaçait déjà. Il accéléra visant la cabane de pierre, un abri en granit construit il y a des générations pour résister aux hivers alpins. Arrivé à l'alpage, son vaste tapis vert s'étendait devant lui, encadré par des pics déchiquetés. Mais il n'était pas seul. De l'autre côté, un troupeau immense des centaines de moutons parsemait le paysage, surveillé par une douzaine de travailleurs, bien plus que nécessaire pour une petite exploitation. Miguel s'arrêta troublé. En toutes ces années, il n'avait jamais vu une telle opération dans ses pâturages. La plupart des fermes locales, comme celle d'Andanri, géraient de petits troupeaux avec 1 ou 2 bergères. Cela semblait industriel, presque énorme. Alors que la pluie commençait à tomber, Miguel guida son troupeau vers la cabane de pierre, ses murs robustes promettant un refuge. Il frappa à la lourde porte en bois, suivant le protocole des bergers. Elle s'ouvrit sur un homme grand et large d'épaules, dans la cinquantaine, aux yeux bleus pâles et aux cheveux grisonnants sous un chapeau usé. Son expression s'aigrit en voyant Miguel, détaillant ses vêtements usés et ses traits non alpins. « Qu'est-ce que vous voulez » demanda l'homme, la voix sèche marquée d'un accent local. « J'espérais m'abriter ici ce soir, » répondit Miguel poliment, son français teinté d'un léger accent. « Le temps se gâte, et je dois protéger mes moutons. » Le visage de l'homme se durcit. « Oubliez ça. Je suis arrivé le premier avec mon troupeau, cette cabane est à moi. Emmenez vos bêtes ailleurs. » Miguel savait que les disputes territoriales n'étaient pas rares, mais l'hostilité de l'homme semblait accessible. « Je comprends que vous étiez là le premier, dit-il prudemment, mais il y a assez de place dans l'alpage pour nos 2 troupeaux, et la cabane est assez grande. Écoutez, » l'homme s'approcha, les yeux plissés de dédain. « Cette cabane a été construite par mon grand-père. Elle m'appartient, pas un berger émigré qui travaille pour une petite exploitation. Vous n'êtes pas de taille pour une vraie opération pastorale. Dégagez avant de causer des ennuis. » Les sous-entendus racistes piquèrent Miguel, mais il garda son calme. « Je ne veux pas d'ennui, j'ai juste besoin d'un abri pour mes moutons. »« Alors vous auriez dû y penser avant d'amener vos bêtes, malades ici, » ricana l'homme. « Trouvez un autre endroit. » Il claqua la porte, laissant Miguel sous la pluie. Repoussant sa colère, Miguel mena ses moutons vers une zone plate, à une centaine de mètres, et monta sa tente d'urgence. Tout en travaillant, il observa l'immense opération de l'autre côté de l'alpage. La taille du troupeau, 300 ou 400 moutons, exigeait une gestion constante, mais les travailleurs bougeaient avec une étrange efficacité. La plupart, remarqua-t-il, étaient des immigrés comme lui, leur voix portant des bribes d'espagnol, de portugais et d'autres langues. Miguel fit un signe à une femme surveillant des moutons près de la frontière entre leurs troupeaux. Elle était jeune, peut-être dans la trentaine, le teint marqué par le travail en plein air. Avant qu'elle ne puisse répondre, la porte de la cabane s'ouvrit brusquement, et l'homme surgit, criant « Éloignez ces bêtes de son troupeau. Je ne veux pas que ces moutons malades se mélangent aux nôtres, et je ne veux pas que vous lui parliez. » Les insultes raciales dans ces ordres hurlés brûlèrent les oreilles de Miguel. Les accusations de maladie absurdes. Ces moutons étaient sains, et tout berger le verrait immédiatement. Les travailleurs obéirent instantanément, déplaçant leur troupeau avec une rapidité redoutable. La femme croisa brièvement son regard avant de se détourner. Quelques minutes plus tard,
Elle fit un signe discret, debout à côté d'une femme plus âgée, toutes deux jetant des regards nerveux vers la cabane. Curieux, Miguel sécurisa ses moutons et s'approcha. La jeune femme aux cheveux noirs attachés en queue de cheval se présenta en français hésitant. « Bonjour, je suis Anna. Voici Tira. Je suis Miguel, » répondit-il. « Désolé pour votre patron tout à l'heure. » L'expression d'Anna s'adoucit. « Oui, désolé. Il peut être difficile, mais il gère un très gros troupeau. Parfois il est stressé. » Miguel acquiesça, pensant que le stress n'excusait pas le préjugé. « Je vois que vous avez beaucoup à gérer. Je ne voulais pas causer de problème. J'avais juste besoin d'un abri. »« Bien sûr, » dit Tira, son français haché. « Il y a assez de place dans l'alpage pour tout le monde. »« Merci, » dit Miguel. « Vous venez d'où ? » ?»« Je suis de Valombre, juste de l'autre côté de la montagne. D'habitude, un autre fait ses montées, mais j'ai dû le remplacer aujourd'hui. Ça fait longtemps que je ne suis pas venu ici. » Les femmes échangèrent un regard. « Nous venons de Crête d'Argent. » dit Anna, « la ville de l'autre côté. »« Je connais Crête d'Argent. » dit Miguel. « C'est plus grand que Valombre. »« Pour quelle ferme travaillez-vous ? » ?»« Je ne pense pas connaître votre patron. » Elles hésitèrent, et la réponse d'Anna fut vague. « Crête d'Argent a beaucoup de fermes. » Sentant leur malaise, Miguel n'insista pas. « Je dois retourner à mes moutons. » Il s'arrêta, inquiète. « Vous allez bien toutes les deux ? On ne vous maltraite pas, n'est-ce pas ?» Elles secouèrent la tête rapidement. « La vie peut être dure, » dit Anna, « mais c'est mieux que pour beaucoup. » Ces mots faisaient écho à ce que Miguel disait à Lucia quand elle rêvait de la ville. « C'est mieux que ce que beaucoup ont. » Le souvenir le frappa, et quand Anna sourit, quelque chose dans son expression lui rappela Lucie. Il chassa cette pensée, la mettant sur le compte des souvenirs ravivés par la montagne. Avant qu'il ne puisse continuer, la porte de la cabane claqua à nouveau. L'homme, Monsieur Siarus, entendit-il un travailleur l'appeler, s'avança vers eux. « Qu'est-ce que je vous ai dit à propos de lui parler ?» aboya-t-il, poussant Miguel assez fort, pour le faire trébucher. « Retournez à votre troupeau et restez-y. » Il se tourna vers Anna et Tira. « Et vous deux au travail. Que je ne vous reprenne pas à discuter. » Miguel se redressa. « Écoutez, je ne sais pas quel est votre problème avec moi. Je n'ai pas été ici depuis des années. Il n'y a aucune raison de ne pas partager l'alpage. » Cyrus s'approcha, son visage à quelques centimètres de celui de Miguel. « Mon problème, ce sont les travailleurs immigrés, qui ne savent pas rester à leur place, et pensent qu'ils peuvent. » Un grondement de tonnerre l'interrompit. Les nuages s'étaient assombris, menaçant d'une tempête plus violente. La colère de Cyrus céda à la nécessité. « Pliez tout » cria-t-il à ses ouvriers. « On redescend avant que ça empire. » Miguel observa Anna et Tira obéir, le vaste troupeau se déplaçant comme un nuage vivant dans la pluie. Une fois parti, il décida d'utiliser la cabane, un refuge public se dit. À l'intérieur, l'espace familier n'avait pas changé. Une cheminée en pierre, une table en bois, un lit étroit. Il alluma un feu, la chaleur apaisant le froid, et disposa ses provisions. Puis un détail attira son regard, un motif de fleurs gravé sur la table, avec les initiales LS en dessous. Miguel se figea, le cœur battant. « Non, » murmura-t-il, « ce n'est pas possible. » Il traça la fleur à 6 pétales, reconnaissable entre mille, la marque de Lucia qu'elle gravait partout enfant. Frénétiquement il fouilla la cabane, trouvant un attrape-rêve poussiéreux, et cassé près du lit. Ses fils bleus et rouges fanés étaient les siens tissés selon son motif distinctif. Ses mains tremblaient en le tenant. 2 signes. De Lucia ici, dans un lieu qu'il n'avait pas visité depuis des années. Il saisit son téléphone satellite et appela Henri. « Je dois partir, » dit-il sans préambule. « Quelqu'un doit prendre les moutons. »« Quoi ? Miguel, qu'est-ce qui se passe ? J'ai trouvé des preuves que Lucia était ici, dans la cabane. Sa gravure, son attrape-rêve. Un silence. « Miguel, tu es sûr ? Ça fait 22 ans. »« Je suis sûr, Henri. Je connais ces marques. Quelqu'un d'autre doit venir. »« Ce n'est pas possible maintenant, » dit Henri. « Tu ne peux pas abandonner le troupeau. Alors, viens toi-même. »
lança Miguel. J'ai travaillé pour toi pendant 22 ans. Je te demande cette seule chose. Sans attendre de réponse, il raccrocha, rassembla ses affaires essentielles, et sortit dans la tempête. La descente était périlleuse, le sentier glissant sous la pluie. Trempé, il atteignit son camion, l'esprit fixé sur Crête d'Argent, où Anna et Tira vivaient, où Cyrus devait être basé. Si la cabane lui appartenait, il savait peut-être quelque chose sur Lucie. 20 minutes après avoir quitté la montagne, la pluie s'atténua, mais le brouillard enveloppait les routes. Un éclair de couleur attira son regard, une femme âgée, et une jeune fille faisant du stop. Malgré son urgence, sa conscience l'arrêta. Il se gara. « Où allez-vous » ? Crête d'Argent, dit la femme, protégeant la fille. Nous rentrons chez nous. J'y vais aussi. Vous voulez monter ? Le soulagement envahit son visage. Ce serait une bénédiction. Elles montèrent, trempées. Je suis Edith Morel, et voici ma petite fille. Miguel Santos, répondit-il, augmentant le chauffage. Que faisiez-vous dehors ? Nous cueillions des fruits au verger des Dubois, dit Edith. La pluie nous a surprises. Mara éternua, et Edith l'enlaça. J'espère que tu ne vas pas attraper froid, ma chérie. On a tant à faire demain. C'est mon anniversaire demain, dit Mara. J'aurai 11 ans. On va faire des tourtes de berger pour les voisins. Joyeux anniversaire en avance, dit Miguel, souriant. C'est gentil de votre part. Venez déjeuner ou dîner demain, proposa Edith. On en fait toujours trop. Merci, mais je rends visite à un ami, dit Miguel. Cyrus, un Français. Ça fait longtemps, et je voulais lui faire une surprise. Edith rit. Vous avez de la chance. Il n'y a qu'un seul Cyrus à Crête d'Argent. Cyrus Brackenridge, de la ferme des Crêtes. C'est notre voisin. Il emploie la moitié du village, parraine le festival des moissons. Un homme généreux. Miguel cacha son choc. Vraiment, ils arrivèrent dans un quartier modeste, et Edith indiqua la maison de Cyrus, plus grande mais sans ostentation. Il n'est pas encore entré, nota-t-elle. Venez prendre un café en attendant. Je vais attendre dans mon camion, dit Miguel. Lorsqu'ils partirent, il se gara, observant la maison de Cyrus, répétant mentalement ce qu'il dirait. Son téléphone vibra, probablement Henri, furieux pour les moutons abandonnés, mais Miguel l'ignora. Alors que la pluie tambourinait sur le toit, des phares percèrent l'après-midi gris. Un pick-up noir entra dans l'allée de Cyrus. Miguel le reconnut immédiatement, le même que celui garé près de la cabane. Cyrus en sortit, le col relevé contre la pluie. Sans hésiter, Miguel traversa la rue. Cyrus, l'homme se retourna, son visage s'assombrissant de reconnaissance et d'agacement. « Vous, qu'est-ce que vous fichez chez moi ? Désolé de vous surprendre, dit Miguel, levant les mains en signe d'apaisement. J'ai besoin de vous parler de quelque chose d'important. Comment savez-vous où j'habite ? Demanda Cyrus, serrant ses clés comme une arme. Après votre départ, je suis entré dans la cabane, expliqua Miguel. J'ai trouvé une gravure sur la table, une fleur avec les initiales LS. Cyrus le fixa, irrité. Vous m'avez suivi chez moi pour des griffures sur une table ? Vous êtes fou ? Ce ne sont pas des griffures, insista Miguel, la voix tremblante. Ma fille, Lucia Santos, a disparu il y a 22 ans sur cette montagne. C'est sa marque. Quelque chose passa dans les yeux de Cyrus, surprise, reconnaissance ou colère, mais il se ressaisit. Écoutez, je suis fatigué, mouillé et pressé. Ce qui est arrivé à votre fille n'a rien à voir avec moi. Mais la gravure, je m'en fiche, coupa Cyrus. Cette cabane a été utilisée par des centaines de bergères. N'importe qui aurait pu faire ça. C'est la marque de ma fille, persista Miguel. Et j'ai trouvé son attrape-rêve aussi. Cette conversation est terminée, dit Cyrus. S'il vous plaît, partez, ou j'appelle la police. Avant que Miguel ne puisse répondre, Cyrus entra chez lui, claquant la porte. Frustré, Miguel retourna à son camion, l'esprit en ébullition. La gravure était celle de Lucia. Il en était certain. Si elle était là, elle avait été dans cette cabane après sa disparition.
Il était sûr qu'elle n'y était pas il y a 7 ans, la dernière fois qu'il avait visité l'Alpa. En s'installant au volant, Miguel remarqua le logo sur la vitre arrière du pick-up de Cyrus, une brebis stylisée avec « Ferme des crêtes », héritage en arc au-dessus. Il démarra, envisageant ses options. Peut-être demain, il pourrait parler à Cyrus à la ferme, dans un cadre moins hostile. Alors qu'il s'apprêtait. Système, à partir, Edith sortit de chez elle, agitant la main. Il baissa sa vitre. « Vous avez manqué votre ami ?» demanda-t-elle. « Non, je l'ai vu », répondit Miguel prudemment. « Mais il était occupé. Pas le bon moment pour une surprise. » Edith hocha la tête. « Il rentre souvent à cette heure, mais repart vite. Avec une ferme pareille, pas étonnant. Si vous voulez, je peux vous indiquer où elle est. » « Ce serait utile, » dit Miguel. « Je ne connais pas bien la région. Venez à l'intérieur, je vous montre sur une carte. » Miguel accepta. Dans la maison chaleureuse, Mara disposait des ingrédients pour cuisiner. Edith sortit une carte locale et la déplia. « Nous sommes ici, » dit-elle, traçant un cercle. « Et la ferme des Crêtes est là, à 15 minutes à l'est. Elle entoura une zone plus large. C'est la plus grande exploitation du coin. »« Merci, » dit Miguel, prenant la carte qu'elle lui tendit. « Gardez-la, » insista Edith. « Je connais ces routes par cœur. On va commencer à cuisiner les tourtes d'anniversaire, » annonça Mara. Miguel sourit. « Je vous laisse cuisiner. »« Merci, Edith. Revenez demain pour le dîner, » rappela-t-elle. « Vous êtes un homme gentil. » Miguel. En retournant à son camion, Miguel jeta un dernier regard à la maison de Cyrus. Quelque part dans son monde se trouvaient des réponses sur Lucie. Avec la carte en main, il savait où chercher. Miguel suivit la carte, roulant lentement dans les rues, inconnues de crêtes d'argent. La ville était plus grande que Valombre, avec un centre animé de boutiques et de restaurants. Contrairement à son plan initial d'affronter Cyrus chez lui, il pensa qu'un cadre neutre, comme la ferme, pourrait apaiser les tensions. Alors qu'il approchait d'une station-service, un pick-up noir le dépassa à vive allure. Il reconnut le logo de la ferme des Crêtes. Cyrus. Le camion filait avec une urgence inhabituelle, zigzagant dans la circulation. Sans réfléchir, Miguel accéléra, suivant à distance. Pourquoi Cyrus était-il si pressé? La curiosité le poussa à garder le pick-up en vue, restant assez loin pour ne pas être repéré. À un feu rouge, Miguel se retrouva juste derrière Cyrus. Dans le silence, leurs regards se croisèrent dans le rétroviseur. La reconnaissance traversa le visage de Cyrus. Quand le feu passa au vert, il démarra en trombe, tournant brusquement à droite, puis à gauche, cherchant à le semer. Malgré ses efforts, Miguel perdit sa trace dans les rues sinueuses. « Merde » murmura-t-il, consultant la carte. La réaction de Cyrus renforça sa conviction. Cet homme cachait quelque chose sur Lucia. Alors qu'il étudiait la carte, son téléphone sonna. « Miguel » dit-il, furieux. « Qu'est-ce qui se passe? J'ai envoyé Rodriguez à la montagne des brebis, et il a trouvé les moutons seuls. Tu ne peux pas abandonner un troupeau comme ça. »« Je suis désolé, Henri, » dit Miguel scrutant la route. « J'ai trouvé des preuves que Lucia était dans cette cabane. Sa gravure, son attrape-rêve. » La voix d'Henri s'adoucit. « Miguel, je comprends, mais connais-tu un fermier nommé Cyrus Brackenridge ?» coupa Miguel. « Il possède la ferme des Crêtes. Il prétend que la cabane est à lui. Je dois lui parler. Le nom me dit quelque chose, mais je n'ai jamais traité avec eux. »« Pourquoi ? » ?»« Il pourrait savoir quelque chose sur Lucia, » répondit Miguel. Des lumières clignotèrent dans son rétroviseur. Une voiture de police. « Henri, je dois y aller. La police. » Il se gara, le cœur battant. L'officier s'approcha, l'air sévère. « Permis et carte grise, s'il vous plaît. » Miguel obéit. « Y a-t-il un problème ? » « Vous conduisiez en téléphonant, » dit l'officier. « Et nous avons reçu une plainte pour un véhicule comme le vôtre suivant quelqu'un. » « Possible, harcèlement. »« Harcèlement ?» répéta Miguel. « Je n'harcèle personne. Je ne suis même pas d'ici. »« Alors pourquoi suiviez-vous un pick-up noir avec un logo de fer ?» demanda l'officier. « Ce conducteur roulait dangereusement, » rétorqua Miguel.
L'avez-vous arrêté aussi? Restez calme, dit l'officier. Après avoir vérifié ses papiers, il revint. Tout est en règle, mais je vous donne un avertissement pour le téléphone. Évitez tout comportement pouvant être vu comme du harcèlement. Alors que la police s'éloigna, Miguel repensa à son plan. Sayues avait appelé la police, il l'évitait activement. Pourquoi? Il décida de visiter la ferme des Crêtes, ouvertement, sans se cacher. S'il n'obtenait rien, il signalerait la gravure aux autorités. Suivant la carte, il arriva à une grande propriété avec plusieurs granges. Un panneau confirmait « Ferme des Crêtes Héritage ». Il se gara à distance, observant. Il repéra le pick-up de Sayues près d'une grande grange. Cyrus en sortit, suivi d'Anna et Tira, portant des caisses en bois qu'elles chargèrent dans un camion. Sayues et un homme costaud montèrent à l'avant, les femmes à l'arrière. Le camion démarra, direction les montagnes séparant Crête d'Argent de Vallon. Poussé par la curiosité, Miguel suivit à distance. Le camion emprunta des routes isolées, puis un chemin de terre montant dans les contreforts. La pluie s'intensifia, le brouillard enveloppant la montagne. Miguel s'arrêta quand le camion se gara dans une clairière. Cyrus et son acolyte sortirent, aidant Anna et Tira à descendre, portant leurs caisses remplies de boîtes de conserve. Les femmes semblaient abattues, résignées, suivant les hommes sur un sentier rocailleux. Laissant son camion, Miguel suivit à pied, se cachant derrière des roches. Le groupe s'arrêta devant une habitation rudimentaire, creusée dans la montagne, une grotte avec un mur de granit et une porte en bois. Ils disparurent à l'intérieur. Miguel s'approcha, se postant derrière un rocher à 30 mètres. Il sortit son téléphone, prêt à appeler à l'aide, mais hésita. Que voyait-il? Un entrepôt, un abri, ou quelque chose de plus sinistre? 15 minutes plus tard, Sayues et son compagnon sortirent sans Anna ni Tira. L'homme verrouilla la porte avec un cadenas, avant de redescendre. Miguel tenta de rester caché, mais des cailloux roulèrent sous ses pieds, alertant les hommes. « Qui est là » cria Sayues, scrutant la pente. Miguel recula, mais le terrain offrait peu de couverture. Après une chasse tendue, l'acolyte le repéra. Là, ils se précipitèrent vers lui. Puis Miguel fit face à Sayues, dont le visage était déformé par la rage. « Encore vous. Vous me traquez? Vous êtes un flic infiltré? »« Pas un flic, » dit Miguel fermement. « Je veux parler de ma fille, et de cette gravure. Mais maintenant je me demande ce que vous faites avec ces femmes. » Cyrus échangea un regard avec son compagnon. « Vous en avez trop vu. » Fini de parler. Ils s'avancèrent, menaçants. Instinctivement, Miguel se mit en position défensive. Ayant grandi dans la campagne péruvienne, il savait se battre. Quand l'homme costaud se rua sur lui, Miguel esquiva, frappant son plexus d'un coup de coude, suivi d'un uppercut au menton. L'homme s'effondra, sonné. Sayues, plus agile, le plaqua au sol. Ils luttèrent dans la boue. Cyrus attrapa un couteau de chasse, sa lame scintillant. Miguel se dégagea, saisissant une pierre. Alors que Sayues levait le couteau, Miguel frappa, touchant sa tempe. Du sang jaillit, et Sayues s'effondra. Allaitant, Miguel vérifia les deux hommes inconscients, puis appela les secours via son téléphone satellite. Il rapporta la situation, restant sur place. Approchant la grotte, il brisa le cadenas avec la pierre. La porte s'ouvrit sur une obscurité totale. Une odeur nauséabonde, déchets humains, nourriture pourrie, corps sale, le fit suffoquer. Anna, Tira, appela-t-il ses yeux s'adaptant. Des conditions effroyables apparurent, sol jonché de détritus, air lourd d'humidité et de pourriture. Contre le mur du fond, 5 femmes étaient blotties sur des matelas crasseux, désorientées. Miguel reconnut Anna et Tira. En secouant doucement Anna, il vit ses pupilles dilatées, signe de sédation lourde. « Qu'est-ce qu'ils vous ont fait » murmura-t-il, vérifiant leur état. Puis il remarqua les murs. Gravés dans la pierre, des dizaines de fleurs, identiques à celles de la cabane, chacune avec « LS » Lucia Santos. En baissant les yeux, il vit Anna, tenant une pierre pointue, une fleur fraîchement gravée à ses pieds, interrompue par la drogue. La vérité le frappa. Anna était Lucia.
Sa fille était là, ce matin même, gravant son identité pour survivre. Les sirènes percèrent le brouillard. Miguel sortit, guidant la police. « Par ici », cria-t-il. 2 voitures et une ambulance gravirent le terrain. « Je suis celui qui a appelé », expliqua-t-il, montrant Sayuas et son acolyte inconscient. Les officiers vérifièrent leur état, tandis que d'autres sécurisaient la zone. « Que s'est-il passé ?» demanda une officière. « Le sergent rit. Légitime défense, » dit Miguel, montrant ses éraflures. « Ils m'ont attaqué quand j'ai découvert ce qu'ils faisaient. Il y a des femmes, dans cette grotte, des immigrés, retenus prisonniers. » Ils envoya des officiers dans la grotte, qui en sortirent avec les 5 femmes, enveloppées de couvertures. Miguel s'approcha d'Anna. « Tu es en sécurité maintenant, » dit-il doucement. Ses yeux luttaient pour se fixer sur lui. « Ils sont tous sous sédation lourde, » dit un technicien médical. « Il faut les emmener à l'hôpital immédiatement. »« Je viens avec elle, » dit Miguel. « Suivez l'ambulance, » répondit le technicien. Reza s'approcha. « Nous fouillons la zone pour d'autres sites comme celui-ci. Savez-vous pourquoi ils les ont amenés ici ?» Miguel secoua la tête. « J'essayais de parler à Sayuas d'une affaire personnelle. Quand j'ai vu qu'il transportait Anna et Tira, j'ai suivi, car quelque chose clochait. »« Bon instinct, » dit Reyes. « Suivez l'ambulance. Je vous rejoins à l'hôpital. » À l'hôpital de Crête d'Argent, le personnel médical s'activa. Miguel tenta de suivre Anna, mais une infirmière l'arrêta. « Attendez dans la salle d'attente, » dit-elle gentiment. Dans l'environnement stérile, il fixa ses bottes bouveuses, repensant à la journée, de la réticence matinale à la découverte de la gravure, au combat, et maintenant à l'espoir que Lucia était vivante. 2 heures plus tard, une doctoresse l'approche. « Vous êtes venu avec les 5 femmes. Elles sont stabilisées. Déshydratation, malnutrition et sédation, mais elles sont conscientes. Vous pouvez voir Anna, chambre aliseuse, mais brièvement. » Miguel se précipita. Anna était allongée, une perfusion au bras, le regard fixé au plafond. « Le berger, » murmura-t-elle, le reconnaissant, « de la montagne. »« Oui, je suis Miguel, » dit-il s'asseyant. « Comment vas-tu ?»« Mieux, » dit-elle. « Les médicaments aident. » Un silence s'installa. « Je veux te raconter ce qui s'est passé après ce matin, » dit Miguel. « J'ai eu une discussion avec une femme, Edith, qui m'a indiqué la maison de Sayuas. Il a refusé de parler. Puis je l'ai suivi à la ferme, et je vous ai vu partir vers la grotte. » Anna écarquilla les yeux. « Tu l'as suivi. Pourquoi ?» « La gravure de fleurs, avec LS, dans la grotte et la cabane. C'est toi qui les as faites. »« Oui, » admit-elle. « Depuis que je suis petite. Dans la grotte, je les faisais pour compter les punitions. »« Pourquoi vous a-t-on puni, Tira et toi ?» Une larme coule. « Parce qu'on t'a parlé ce matin. Sayuas ne tolère pas la gentillesse envers les étrangers. Il s'est aussi énervé à cause de ma gravure. » Miguel prit une inspiration. « Anna, j'avais une fille qui faisait cette même fleur, avec LS, pour Lucia Santos. Elle a disparu il y a 22 ans, à 9 ans sur cette montagne. » Anna le fixa, son souffle s'accélérant. « Lucia Santos, » répéta-t-elle. « C'est mon vrai nom. Avant que je devienne Anna. » Le cœur de Miguel s'emballa. « Lucia, » murmura-t-il, la voix brisée. Elle hoqua la tête, les larmes coulant. « Es-tu mon père ?»« Oui, » chuchota Miguel, prenant sa main. « Oui, Lucia, je suis ton père. » Ils se regardèrent, comblant 22 ans de séparation. Miguel l'enlaça doucement, ses sanglots secouant son corps. « Je pensais que tu étais mort, » pleura-t-elle. « Il m'a dit que tu étais mort. Je n'ai jamais cessé de te chercher, » assura-t-il, les larmes coulant. Le sergent Reyes entra, s'arrêtant devant la scène émouvante. « J'ai manqué quelque chose, » dit-elle confuse. « C'est ma fille, » expliqua Miguel, kidnappée il y a 22 ans. Anna et Lucia Santos. Reyes prit des notes. Pendant une demi-heure, Miguel et Lucia racontèrent tous sa disparition, les mensonges de Sayuas, sa vie comme travailleuse exploitée. « Il m'a dit t'avoir vu tomber d'une falaise, » dit Lucia, « qu'un homme dangereux m'attendait. Il m'a caché dans un bunker sous la cabane. »« Un bunker ?» demanda Reyes. « Oui,
caché sous le sol. Il m'a gardé là des jours, puis m'a emmené à Crête d'Argent, disant que c'était ma nouvelle maison. C'était Siwas Brackenridge? Oui, confirma Lucia. Au début, il me traitait comme sa fille, me lisant des histoires, puis il m'a appelé Anna, disant que c'était plus sûr. Je n'ai jamais été à l'école, juste formé pour travailler à la ferme. Reiser nota tout. Savez-vous s'il y a d'autres endroits comme cette grotte? Toujours la même grotte pour les punitions, dit Lucie. Mais j'ai entendu parler d'autres lieux dans les crêtes nord, et près du col de l'Aigle. Reiser transmit l'information par radio. Pourquoi ne m'as-tu pas dit qui tu étais ce matin? Demanda Miguel. Lucia sourit tristement. Tu m'as appris à être reconnaissante, à voir le positif. Je pensais que parler aggraverait les choses. Siwas était puissant, respecté. Même Edith parlait de lui comme d'un homme généreux. Admis Miguel. Reiser interrompit. Siwas et son acolyte sont en garde à vue ici, sous surveillance. Il prétend que ces femmes étaient juste ses employés, mais nous avons des preuves contraires. Documents confisqués, travailleurs disparus. Une infirmière entra. La patiente a besoin de repos. Mon père peut-il rester? Demanda Lucia. Un peu plus, concéda l'infirmière. Miguel rapprocha sa chaise. Je dois remercier Edith demain. Sans sa carte, je ne t'aurais peut-être pas trouvé. Tira va bien? Elle est dans la chambre d'à côté, assura Miguel. Elle va bien. Dehors, la pluie s'apaisait, les étoiles perçant le ciel. Miguel tenait la main de Lucia, refusant de la lâcher, craignant qu'elle ne disparaisse à nouveau. « Je n'arrive pas à croire que je t'ai trouvé, murmura-t-il. J'espérais que mes gravures te mèneraient à moi, répondit-elle, les yeux lourds. Alors que Lucia s'endormait, Miguel veilla sur elle, comme lorsqu'elle était enfant. Après 22 ans de recherche, d'espoir contre toute attente, il avait retrouvé sa fille, vivante et en sécurité. Dehors, l'orage s'éclaircissait, les étoiles scintillant une à une sur Crête d'Argent. Le lendemain matin, l'hôpital était baigné d'une lumière douce. Les montagnes visibles par les fenêtres semblaient plus paisibles après la tempête. Miguel n'avait presque pas dormi, restant au chevet de Lucia, sa main dans la sienne. Chaque respiration de sa fille était une preuve qu'elle était réelle, qu'il ne rêvait pas. Mais une tension persistante le rongeait. Siwas était en garde à vue, mais ses secrets restaient enfouis. Les gravures de Lucia dans la grotte et la cabane n'étaient que le début d'un mystère plus vaste. Qui d'autres étaient impliqués? Combien de personnes avaient souffert sous l'emprise de Siwas? Le sergent Reyes entra dans la chambre, son carnet à la main, accompagné d'un homme mince en costume sombre, les lunettes perchées sur le nez. « Monsieur Santos, voici l'inspecteur Laurent, dit-elle. Il travaille sur les réseaux de trafic humain dans la région. Nous devons parler. » Miguel embrassa doucement la main de Lucia, qui dormait encore, et suivit Reyes et Laurent dans une salle de réunion. L'inspecteur posa un dossier épais sur la table. « Nous avons fouillé la ferme de Brackenridge cette nuit, » commença Laurent, sa voix calme et grave. « Nous avons trouvé des registres codés, des passeports confisqués, et des preuves d'un réseau bien plus vaste que nous ne le pensions. » Siwas n'était pas seul. Miguel sentit son estomac se serrer. « Que voulez-vous dire ?» Laurent échangea un regard avec Reyes. La ferme des Crêtes était une façade pour un réseau de traite humaine. Des travailleurs immigrés, principalement des femmes, étaient recrutés sous de faux prétextes, promesses d'emploi stable, de visa. Une fois ici, leurs documents étaient confisqués, et ils étaient forcés de travailler dans des conditions inhumaines. Certains, comme votre fille, étaient retenus dans des lieux cachés comme cette grotte. Miguel serra les poings, la colère montant. Pendant 22 ans, comment personne n'a rien vu? Siwas était respecté, répondit Reyes. Il finançait des événements locaux, jouait le rôle du bienfaiteur. Les gens ne posaient pas de questions. Mais nous soupçonnons qu'il avait des complices, des autorités locales, peut-être même des fonctionnaires. Et Lucia? Demanda Miguel. Comment a-t-elle? Pourquoi l'a-t-il gardée si longtemps? Laurent ajusta ses lunettes. D'après ce que nous savons, Siwas avait une obsession personnelle pour votre fille. Il l'a peut-être vue comme une sorte de remplaçante pour sa propre fille, perdue dans une bataille de garde. Mais avec le temps, elle est devenue une travailleuse comme les autres,
maintenus sous contrôle par la peur et la drogue. Miguel sentit une vague de nausée. Et les autres femmes dans la grotte? Elles viennent de divers pays, Amérique du Sud, Europe de l'Est, Afrique, dirait. Nous travaillons à identifier leurs familles. Tira, l'amie de Lucia, est en train de parler. Elle nous a donné des détails sur d'autres cachettes potentielles. La porte s'ouvrit et un jeune officier entra, un dossier à la main. « Sergent, nous avons trouvé quelque chose dans le bunker sous la cabane. » Il tendit une boîte métallique rouillée. Reyes l'ouvrit, révélant un carnet jauni et une pile de photos Polaroid. Les photos montraient des jeunes filles, certaines à peine adolescentes, dans des tenues usées, leurs visages marqués par la peur. Sur l'une d'elles, Miguel reconnut Lucia, âgée d'environ 9 ans, tenant un agneau, les yeux pleins d'innocence. « C'est elle ?» murmura Miguel, la gorge nouée. Laurent hocha la tête. Ce carnet contient des noms, des dates et des lieux. Certains remontent à plus de 20 ans. Nous pensons qu'il s'agit d'un registre des victimes. Miguel sentit une rage froide monter en lui. Combien d'autres? Des dizaines, peut-être plus, répondit Laurent. Nous commençons à peine à démêler tout ça. De retour dans la chambre de Lucia, Miguel trouva Tira assise près du lit. Elle lui offrit un sourire timide. Elle doit encore, dit-elle doucement. Les médecins disent qu'elle va s'en sortir, mais ça prendra du temps. Merci d'avoir été son amie, dit Miguel, la voix tremblante. Elle m'a dit que vous l'avez aidé à tenir bon. Tira baissa les yeux. On se soutenait mutuellement, mais je n'ai jamais su qui elle était vraiment. Elle ne parlait jamais de son passé. Miguel hocha la tête, comprenant. La peur avait scellé les lèvres de Lucia, tout comme celles des autres. Savez-vous quelque chose sur d'autres endroits où ils emmenaient les gens? Tira hésita, puis murmura. J'ai entendu des rumeurs. Sur un chalet abandonné près du col de l'Aigle, ils y emmenaient ceux qui posaient trop de questions. Je n'y suis jamais allé, mais ils ne revenaient pas toujours. Miguel sentit un frisson glacé. Il se tourna vers Reyes qui prenait des notes. « Vous avez entendu? »« Oui, » dit-elle. « Nous envoyons une équipe là-bas cet après-midi. » Ce midi-là, Miguel accompagna Lucia à une séance avec un psychologue hospitalier. Elle était faible, mais ses yeux brillaient d'une lueur qu'il n'avait pas vue depuis son enfance. « Papa, » dit-elle doucement, « je veux rentrer à la maison. À Valombre. Bientôt, promit-il, caressant sa main. Mais d'abord, nous devons nous assurer que tout le monde est en sécurité. » Dans l'après-midi, Reyes revint avec des nouvelles troublantes. « Nous avons fouillé le chalet du col de l'Aigle. Il était vide, mais nous avons trouvé des chaînes, des seringues et des gravures similaires à celles de Lucia. » Miguel sentit son cœur se serrer. « Combien de temps ça va prendre pour tout découvrir? »« Des semaines, peut-être des mois, » répondit-elle. « Mais nous avons arrêté 2 complices de Sariwe ce matin, un employé municipal et un chauffeur de camion. Ils parlent déjà. Cette nuit-là, Miguel resta à l'hôpital refusant de quitter Lucie. Alors qu'elle dormait, il ouvrit le carnet trouvé dans le bunker, prêté par Reyes sous surveillance. Les pages contenaient des noms, des dates et des annotations codées. Une entrée attira son attention. LS 203, Montagne des Brebis, Banque, suivait des notes sur son obéissance et des références à des livraisons au chalet. Le lendemain, Edith et Mara vinrent rendre visite, apportant une tourte de berger. « Joyeux anniversaire, Mara » dit Miguel, forçant un sourire. Edith s'assit, posant une main sur son bras. « J'ai entendu ce qui s'est passé, » dit-elle. « Je n'arrive pas à croire que Sariwes. Je le pensais honnête. » « Il trompait tout le monde, » répondit Miguel. « Mais grâce à vous, j'ai trouvé ma fille. » Edith sourit tristement. « Si je peux faire quoi que ce soit, dites-le-moi. »« Vous en avez déjà fait assez, » dit-il. Au fil des jours, Lucia récupérait, partageant davantage sur ses années de captivité. Elle parlait de nuit dans le bunker, de travaux forcés, et des rares moments de répit où elle gravait ses fleurs, pour se souvenir de qui elle était. Chaque mot brisait le cœur de Miguel, mais renforçait sa détermination à aider les autres victimes. Une semaine plus tard, Reyes appela avec une mise à jour. « Nous avons trouvé une autre cachette, dans les crêtes nord 6 personnes,
toute vivante mais dans un état similaire. Sirius parlait d'un partenaire à l'étranger. Nous collaborons avec Interpol maintenant. Miguel serra le téléphone. Et Sirius? Il est toujours à l'hôpital, sous garde. Il nie tout, mais les preuves s'accumulent. Ce soir-là, Miguel emmena Lucia à Valombre pour la première fois depuis 22 ans. La maison était inchangée, pleine de souvenirs. Lucia toucha une vieille gravure de fleurs sur le cadre de la porte. Les larmes aux yeux. « Je n'ai jamais oublié ça », murmura-t-elle. Miguel l'enlaça. « Tu es à la maison maintenant. » Mais l'ombre du réseau de Sirius planait encore. Alors que Lucia dormait, Miguel reçut un message anonyme, sur son téléphone satellite. « Vous pensez avoir tout découvert. Cherchez plus loin. Le col de l'Aigle n'est que le début. » Son sang se glaça. Il savait que la vérité était encore enfouie dans les montagnes, et il ne s'arrêterait pas tant que tout ne serait pas révélé. Dehors, les étoiles brillaient sur Valombre, mais pour Miguel, la tempête n'était pas terminée. Quelque part dans ces Alpes, d'autres victimes attendaient, et il jurait de les trouver, pour Lucia, et pour tous ceux que Sirius avait brisés.